Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Imaginez-vous nager pendant 6 longueurs d'une piscine olympique et ne pas respirer. C'est pourtant la performance qu'est capable de réaliser mon invité d'aujourd'hui. Il pratique l'apnée dynamique, c'est-à-dire de manière horizontale, avec ou sans palme. Attiré par ce sport dès l'enfance, il ne commence l'apnée qu'après ses études à 26 ans et son potentiel est rapidement repéré par son entraîneur. En seulement 2 années de pratique, il devient champion du monde. En 2016, il est le premier homme à avoir réalisé 300 mètres avec palme. Sa vision de l'apnée ne se limite pas à la compétition. Il voit dans le dépassement de soi un moyen de se réaliser personnellement et de mieux se connaître. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Arthur Guérin-Bohéry. Alors dans cette première partie, je m'intéresse un peu à ton parcours et à ton état d'esprit. Et j'aimerais savoir, comme tu as commencé à 26 ans, ce qui t'a amené vers l'apnée et aussi l'envie d'en faire en compétition. Alors à la base, c'était pas forcément la compétition que je visais, hein. Je savais pas du tout ce qui allait m'arriver, hein, avant de commencer. Et c'était vraiment, moi c'était comment dirais-je, une passion d'enfance en fait. C'est-à-dire aller regarder les poissons en mer, faire de la plongée comme ça en mer avec un masque et des palmes. J'ai pas mal été au bord de la mer étant gamin parce que mes deux familles sont originaires de la région niçoise. Et donc, si tu veux, je passais une bonne partie de mes vacances au bord de la mer, en fait, quoi. Donc, j'ai quand même été familiarisé assez jeune avec ce milieu-là, et c'est un truc que j'adorais faire. Après, j'ai été quand même très marqué aussi il faut le dire, par le film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Et en fait, je me retrouvais un petit peu dans ce personnage qui est incarné par Jean-Marc Barr, qui raconte l'histoire de Mayol et qui est voilà, bon, lui, sa mère est partie. Moi, ma mère est décédée quand j'étais très jeune. Il y avait un père assez présent, beaucoup de déménagements comme ça, une vie assez brinque-ballée à droite à gauche. Voilà, une vie assez singulière quand même déjà à la base. Et c'est vrai que cet état d'esprit, la manière dont il campait le personnage, attaché à quelque chose d'assez mystique et d'assez philosophique comme ça, c'est un truc qui m'a parlé déjà même à cet âge-là en fait. C'est resté dans ma tête comme ça toute mon adolescence. Et après mes études parisiennes, j'ai voulu me remettre en fait sérieusement au sport que j'avais laissé de côté du coup, pour mes études. J'ai fait des études d'ingénieur du son à Paris. Et je me suis mis à chercher un club de natation, quoi, parce que j'adore nager. Donc je me suis dit, tiens, je vais me trouver un club, quoi, pour faire ça de manière encadrée. Et en cherchant, en fait, je me suis dit, mais tiens, j'adore l'apnée. Est-ce qu'il y a pas des clubs d'apnée, quoi? Alors, je n'avais vraiment aucune idée parce que je pensais être j'étais pas du tout dans ce milieu-là, et donc je pensais être le seul imbécile à vouloir faire ce genre de sport dans un club en fait. Par curiosité, j'ai regardé, et en fait je me suis rendu compte que c'était un sport qui était en pleine explosion et qui était en plein développement. Il n'y avait pas que moi qui était fan de ce film, quoi. Ça, c'est un truc que j'avais pas compris, quoi. J'ai appelé les clubs les uns après les autres en fait, et le seul où voilà, un des seuls où il restait une place, j'y suis allé tout de suite. J'ai fait ce qu'on appelle un baptême d'apnée, quoi. Et j'ai compris ce jour-là que j'avais trouvé quelque chose qui me correspondait vachement. Et tout de suite, j'ai été très bien sous l'eau. Tout de suite, j'ai assez vite progressé, mais pas encore de compétition, hein. Cette année-là, j'ai fait ce qu'on appelle une saison de découverte. J'ai pas mal progressé et on m'a proposé en fait d'intégrer la section compétition du club. Et ça a commencé comme ça. Après la deuxième saison, j'ai commencé à m'entraîner pour faire de la compétition. Et là, ça a été très vite. Après, en une année, en une saison, j'ai fait plein de compétitions. J'ai gagné pas mal de compétitions, de médailles. Et puis, j'ai été sélectionné en équipe de France ensuite, à l'issue de cette saison, quoi. Voilà. Mais tu aurais pu faire de l'apnée comme un loisir. Qu'est-ce qui motive finalement le fait d'en faire quand même en compétition avec l'idée de performance? C'est-à-dire qu'au début, c'était ça, effectivement. C'était vraiment
l'apnée bien-être, l'apnée relax, parce que c'est vrai qu'il y a un monde vraiment entre l'apnée loisir et l'apnée compétition, hein, c'est deux choses différentes. Et c'est vrai qu'au début, je voyais ce sport plutôt comme une activité bien-être presque. Et en fait, assez vite, je me suis mis à progresser. C'est un truc assez grisant, hein. Le désir de dépassement, il est quasiment intrinsèque en fait à la pratique d'un sport. Et quand en plus je voyais que je progressais, et quand en plus je voyais qu'on me poussait à progresser et que ça fonctionnait et que ça marchait, bah si tu veux, en fait, vite basculer dans la recherche de la performance. Et après, ça devient beaucoup plus difficile, hein, quand on s'entraîne en compétition en apnée. Mais après, on a toujours ces impacts sur le bien-être. Et en plus de ça, après, le dépassement de soi dans une activité difficile, ça apporte aussi beaucoup de choses que n'apporte pas simplement une activité bien-être. Donc, il y a eu d'autres impacts après. Ça s'est fait de manière assez naturelle, hein, voilà. Et quand tu commences à faire des performances, à être repéré pour être en équipe de France, est-ce que tu as une ambition, un rêve à ce moment-là, quelque chose qui se construit un peu dans ta tête? Bah oui, oui. Au moment, déjà, je me suis retrouvé au championnat de France, donc pour moi, c'était quand même un sacré événement. À l'issue de ce championnat de France, il y a les sélectionneurs de l'équipe de France qui sont venus me parler. Je m'y attendais pas du tout, hein, évidemment, et qui sont venus me proposer d'intégrer le groupe France en vue de partir au championnat du monde d'apnée qui avait lieu 2 mois plus tard. Ça a changé ma vision que j'avais de ce sport et de la manière dont je le pratiquais. Après 2 ans de pratique, tu décroches ton premier titre de champion du monde. Est-ce que tu penses que tu avais des qualités peut-être physiques ou mentales particulières pour y arriver? Oui, oui, c'est un vaste sujet, mais alors, le truc, c'est qu'en gros, moi, je pars du postulat de base qui est que tout le monde peut pratiquer ce sport. À son niveau, tout le monde peut progresser, en ressentir les bienfaits. Après, il y a pour le très haut niveau, oui, effectivement, je pense qu'il doit y avoir des capacités de base constitutionnelles qui peuvent aider, que ce soit au niveau physiologique, au niveau physique et au niveau mental. Mais pour aller chercher un titre de champion du monde, est-ce qu'il faut avoir en soi, tu vois, l'idée de gagner? Ça, c'est quand même une particularité. C'est pas, on trouve pas ça forcément chez tout le monde. Ouais, mais après, quand on est sélectionné en équipe de France et qu'on part sur un mondial, oui, il faut avoir un certain goût pour la compétition et la victoire, effectivement. Ouais. Ceci dit, moi, je m'y attendais pas du tout, hein. Donc, j'ai été le premier surpris d'avoir cette médaille d'or et de faire ce record du monde. J'y étais pas préparé. Enfin, personne n'y était préparé. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. En plus, j'étais le dernier athlète à passer le dernier jour sur la dernière épreuve. Donc après moi, la compétition était terminée. L'équipe de France, en plus, avait pas particulièrement brillé. On était plutôt déçus de ce qui s'était passé. On avait pas mal de pépins. Franchement, je m'y attendais pas, quoi. Pour moi, j'allais faire qu'on me demandait de faire, en gros, c'est-à-dire de nager le plus loin possible sans respirer. Ça m'est tombé dessus, quoi. Les titres suivants que j'ai eus, c'était pas pareil, mais Bah, c'est pas la même chose de pas avoir d'attente quasiment sur ton premier championnat du monde où tu sais pas trop ce qui va se passer. Et après, par la suite, bah, tu remportes d'autres titres mondiaux. Est-ce que l'approche mentale, finalement, elle est différente, tu vois, au fur et à mesure que tu deviens, je sais pas, peut-être un favori ou... ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que cette première année où je suis arrivé, personne ne me connaissait, donc personne ne faisait gaffe à moi. J'ai claqué ce record du monde et effectivement, l'année suivante, on me regardait plus de la même manière. Bah voilà, on savait qu'il y avait un concurrent potentiel. Après, on est attendu, donc on n'est plus du tout dans le même état d'esprit, quoi. On arrive avec un état d'esprit justement beaucoup plus guerrier, déterminé. Mais oui, oui, on n'aborde plus on n'aborde plus la compétition de la même façon. Oui. Parce que tu dis quand même que c'est un sport où il faut être le plus relâché possible. Le fait que voilà, il y ait besoin de confirmer ou à nouveau aller chercher des records où on t'attend, peut-être que ça ajoute un peu de stress. Et est-ce que c'est pas encore plus dur finalement d'arriver à trouver ton relâchement? Bah, c'est toute la problématique de ce sport-là, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est un sport où on a besoin d'être tout à fait relâché et on arrive vraiment sur des compétitions où tous les meilleurs athlètes mondiaux sont là. On passe un par un, on a une heure de passage, on doit annoncer une performance. Tout est fait pour qu'on ait la pression, en fait. Voilà, donc il y a vraiment, c'est vrai que ça demande une grosse force mentale, capacité de détachement. Il y a de réelles capacités mentales, en tout cas pour faire de la compétition à haut niveau en apnée. Il y a des exigences mentales qu'il faut avoir, où on apprend à dépasser un réflexe de survie primaire, hein, qui est
l'envie de respirer. Et du coup, ouais, réussir à se concentrer pour se dépasser dans ce sport, ça demande des capacités mentales qui, selon moi, ne sont pas si communes, quoi. Mais justement, est-ce que toi, tu as remarqué que tu étais capable d'aller largement plus loin à l'entraînement où il n'y a pas cette pression qu'en compétition, ou peut-être la compétition sublime un peu ou te fait dépasser? Plutôt ça, effectivement, c'est plutôt la compétition qui me motive à me dépasser dans cette difficulté, effectivement. Quand j'ai pas besoin de me dépasser dans cette difficulté, j'y vais pas parce que c'est un tel travail, en fait, que c'est un truc que je peux pas faire régulièrement en entraînement. Le coach que j'ai depuis 2012, Guillaume Lescure, a une méthode d'entraînement qui est très spécifique et qui est très préservatrice. On ne fait jamais de grosses performances à l'entraînement. On travaille de manière différente, travaillant sur des temps de nage, des vitesses de nage, des distances différentes, des temps de récupération qui varient beaucoup. Et en fait, on arrive à travailler très dur comme ça, sans forcément mettre le mental à rude épreuve en envoyant des énormes séries, des énormes distances en apnée. Et ça, c'était vraiment indispensable surtout pour moi, qui suis un apnéiste qui a très vite envie de respirer en réalité. Donc, c'est vrai que je me réservais ces efforts qui pour moi étaient surhumains uniquement pour les compétitions et je savais que c'était le moment où je me préparais mentalement et je savais que c'était à ce moment-là que ça allait être extrêmement difficile et que de toute façon, il fallait absolument que je laisse vraiment mon cerveau de côté pour réussir à accomplir ce défi, cette performance. Et que l'espace de cette plongée, ça allait être très difficile. Et je visualisais, je me faisais plein d'exercices de visualisation comme ça avant chaque compétition pour préparer en fait mon cerveau à cette épreuve. Et le fait que j'ai pas trop régulièrement été dans cette configuration à l'entraînement me permettait le jour J en fait de réussir à performer. Alors c'est intéressant la manière dont tu essayes de préserver ton mental pour les compétitions. Et tu as fait aussi un record du monde en eau glacée où tu as dit que tu avais l'impression d'atteindre tes limites. Et je voulais savoir comment tu te représentais aujourd'hui tes limites. C'est difficile de les connaître parce que j'ai jamais réellement concrètement atteint mes limites en apnée. Mais ça concrètement, comment tu sais que tu n'as pas encore atteint tes limites? On le sait pas vraiment en fait. La limite en apnée, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de manière générale. C'est en fait la perte de connaissance. Mhm. L'idée est d'essayer en fait en compétition de se rapprocher le plus près de la limite possible, mais de sortir conscient. En revanche, ce qui est dangereux, c'est si on est seul. Là, ça peut être très très grave effectivement parce qu'on va se remettre à respirer même inconsciemment dans notre inconscience. Ou malheureusement, on se noie. Donc règle numéro 1 de ce sport, ne jamais pratiquer seul. Donc à partir du moment où cette règle est respectée, c'est un sport qui est tout à fait sûr. Par rapport aux limites, voilà, c'est en tout cas en compétition, ça arrive assez régulièrement, effectivement, qu'il y ait des athlètes qui atteignent leurs limites et qui du coup perdent connaissance. À ce moment-là, dans cet état de forme-là, c'était de la limite. Ça ne veut pas dire que c'est une limite qui ne peut pas se repousser. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ouais, mais au fur et à mesure où tu progresses, où tu vas de plus en plus loin, à chaque fois, tu es confronté à une nouvelle limite, tu vois, que tu dépasses. Hein, mais c'était ça qui m'intéressait de savoir le processus qui fait qu'à un moment donné, je sais pas, tu fais 100 mètres, tu fais 125 mètres, à chaque fois, comment tu sens que tu vas augmenter d'un petit peu Alors voilà, c'est très simple. En fait, moi, c'est ma manière de fonctionner, c'est de partir et de dire je vais au max. Je me fixe toujours un objectif à ne pas dépasser. C'est pour moi la meilleure manière d'éviter justement les pertes de connaissances et les syncopes. Donc tu le fais par palier, tes objectifs? Voilà, c'est-à-dire que c'est comme en profondeur. En profondeur, on a toujours une annonce, on annonce une performance. On ne peut pas dépasser, on ne peut pas aller plus profond. Et ben moi, dans ma tête, quand je pars en piscine, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je me fixe une performance maximum à ne pas dépasser. Et donc, voilà, si j'ai atteint 100 mètres, par exemple, et ben, la compétition d'après, je vais me dire, OK, bah, cette compétition, je vais faire 100 mètres plus virage. Puis je fonctionne comme ça par étapes. Pour moi, c'est une manière beaucoup plus sûre que de se dire, OK, allez, vas-y, là, je vais tout donner, quoi qu'il arrive, je vais au bout, je suis un guerrier et je vais tout défoncer. Bon, ça, en fait, c'est le meilleur moyen pour arriver à la syncope et se faire sortir par les apnées de sécurité. Donc tu as une approche assez pragmatique, raisonnée. C'est exactement ça et c'est même ce qui m'est arrivé même pour mes derniers records, hein, pour le
300 mètres. J'avais fait 260 mètres, je crois, avant. Donc, mon objectif minimum, on va dire que c'était de faire 275 mètres. Mais comme j'ai été quand même très près de cette barrière mythique des 300 mètres, je me suis dit, allez, je me laisse la possibilité d'aller jusqu'à 300 mètres maximum. Et quoi qu'il arrive, si j'ai atteint cette barrière-là, je sors. Je suis arrivé à 260. J'ai trouvé que j'étais assez bien, donc j'ai continué tout doucement. Comme ça, je me suis laissé glisser jusqu'au mur. Et quand je suis arrivé au mur, en fait, j'étais encore assez bien. Je sentais que j'avais encore la capacité de même faire un virage et faire des mètres en plus, mais je l'ai pas fait parce que j'avais atteint mon objectif. C'est vraiment une manière très sécure en fait de progresser en apnée. Mais ça veut dire que tu gardes toujours ta lucidité. Comment tu sais que tu es toujours lucide finalement? Alors, et ça, c'est alors moi, oui, je le sais. Après, la perception comme ça de l'hypoxie très marquée, ça dépend des individus. Il y a des personnes qui le voient pas du tout venir. Hein. Donc, il faut être très, très à l'écoute de ses sensations, très, très à l'écoute de son corps, très fin dans l'analyse de ce qui est en train de se passer pour essayer justement de percevoir cette limite arrivée. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours très facile. On rentre dans un travail assez compliqué de dépassement de l'envie de respirer, de dépassement de soi, machin, etc. Au d'un moment, en fait, l'envie de respirer atteint un paroxysme et elle n'augmente plus, en fait, cette envie de respirer. Donc, les capteurs sont stressés au maximum. Hein. Mais par contre, ça devient difficile de percevoir le moment où on atteint la limite. Et ça, c'est vrai que c'est parfois des petites sensations très, très discrètes. Pour certains, ils n'en ont pas du tout. D'autres, ils le voient arriver clairement. D'un coup, il y a, par exemple, les jambes qui fonctionnent plus du tout, le champ de vision qui se rétrécit. Voilà, donc là, ils savent qu'ils sont en train de dépasser la limite, en gros. Donc, il faut vraiment, voilà, c'est très, très sensible comme perception. C'est pas forcément évident à voir. Me concernant, disons que je le vois assez venir quand même, parce que je suis un apnéiste qui a envie de respirer très tôt. Donc, très vite, l'envie de respirer arrive. Elle augmente crescendo. Voilà, c'est de plus en plus difficile. On commence à avoir aussi les muscles qui commencent à perdre en efficacité, les mouvements qui sont moins propres techniquement. Et il y a tout un enchaînement en fait de symptômes entre guillemets hein, qui m'alertent sur cet état hypoxique. J'arrive je vois venir cette limite. Mais effectivement, c'est un jeu assez dangereux où en fait on flirte avec cette limite en permanence. Alors j'ai vu aussi que tu avais écrit un livre qui évoque l'apnée comme une discipline bien-être. Et tu disais aussi dans un entretien que ça pouvait être finalement une forme de préparation mentale pour tous les sportifs. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que l'apnée t'a apporté et quel apprentissage tu as fait sur toi grâce à l'apnée. C'est un sport qui apporte énormément, tant sur le plan de l'équilibre, je dirais, physique et physiologique, que sur l'équilibre psychique, effectivement, parce qu'il y a un réel travail de dépassement de soi régulier. Cette gymnastique mentale de dépassement de soi dans un exercice très singulier, en plus, qui est vraiment le dépassement d'un réflexe de survie. Donc, ça demande vraiment un travail de lâcher prise très important. Quand on pratique cette gymnastique mentale régulièrement, en fait, on se rend compte que ça apporte en fait énormément en termes de confiance, de prise de conscience de soi, des autres, du monde qui nous entoure, de prise de confiance en soi aussi, hein, d'une meilleure gestion des défis du quotidien, du stress, des angoisses. Voilà, ça permet de prendre du recul, quoi. Moi, je vois concrètement sur moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment transformé et qui m'a beaucoup apporté. Ouais, c'est un travail assez méditatif et c'est un travail voilà de dépassement de soi en fait qui est très bénéfique. Voilà, je dirais. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.